Donc, on voit ma souris alors. Oui. Ouais. Ça va alors. Ce sera plus facile pour montrer des choses. Donc, je vais faire comme la dernière fois, Isabeau à l'habitude, mais bon. Je vais couper ma caméra, je vais couper mon micro. À écart, je vais start le webinaire, parce que là, on est en practice session, donc ça veut dire que personne ne peut rejoindre. Il n'y a que nous. Et je suis là au cas de problèmes techniques derrière. Voilà. Ok, super, merci. De rien. Et puis, si tu veux voir, en fait, en bas, il y a les participants. Là, on est 3 et tu verras le nombre augmenter. C'est comme ça que tu peux voir si les gens sont là. Oh non, non, je ne veux pas voir le nombre de gens. Non, non, merci. Pour moi, je présente à Isabeau que je vous vois. Oh, voyons, je suis bientôt docteur. Ah, ben voilà. Doctoresse. Donc, le webinaire s'enregistre. Et donc, quand vous quittez, normalement, si vous quittez sur End, à la fin, il y a End for All. Et du coup, ça coupe le webinaire pour absolument tout le monde et l'enregistrement se fait automatiquement. Ça marche. Thomas, est-ce qu'il y a des questions que tu veux que j'évite? Non. Là, comme ça, il n'y a rien qui me vient à l'esprit. Okay. Écoute, à ce moment-là, je dirais que c'était un collègue qui a travaillé là-dessus. On essaiera d'esquiver. Ça marche. Bon, et il est 15. Je vais ouvrir tout ça. On est parti. Bonjour. Ça commence à arriver. Doucement et sûrement. Je veux pas savoir. Bonjour à tous. Et à toutes, d'ailleurs. Bonjour à tous. Donc, je vais faire comme la semaine passée. Je vais laisser les gens arriver un petit peu et vers 20, je commencerai la présentation. De la présentation. Ah, je vois le nombre de participants. Oui, oui. Bonjour, bonjour. Bonjour à nouveau. Ça fait bizarre de parler juste à un petit point noir. Allez, tu verras. Ça va, du coup, je regarde ta webcam. Je vais la désactiver après. Ah, d'accord, je serai seul avec ma webcam. Voilà. Bonjour de Montpellier. Oh, bonjour, monsieur. De Bonjour. Le silence est palpable. Je lis les questions. Alors, il y a déjà FD qui demande, c'est Frédéric, j'imagine, si le PowerPoint sera disponible. Il y aura donc le replay du webinaire qui sera disponible sur le site internet, comme le replay de tous les autres d'ailleurs. Donc, vous aurez effectivement le PowerPoint à disposition une fois qu'il sera
mis en ligne. Voilà, voilà. Je vais commencer l'introduction. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, moi, je suis Isabeau Fievet, et je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire du projet Digilab, qui est un projet Interreg transfrontalier France-Wallonie-Vlaanderen. Pour ceux qui ont déjà assisté aux autres webinaires, je suis désolée parce que ça va être un peu répétitif cette introduction, mais il le faut. Donc, avant de laisser mon collègue Thomas de Multitel vous présenter une partie des résultats du projet, je vais vous donner quelques éléments de contexte. Donc, le projet, qui est à la base de cette série de webinaires, a pour objectif d'améliorer le dispositif de formation en ligne par l'introduction de technologies ou de nouvelles méthodes pédagogiques. Le partenariat, donc, qui est composé de l'ULIL, de la KU Leuven Campus Kilac, dont je fais partie, et encore de Multitel, dont Thomas fait partie, de l'e-campus, de l'Université ouverte et de l'Agence du numérique. Donc, tout ce partenariat a mené un travail de recensement des formations en ligne existantes sur notre périmètre d'action, donc Wallonie, France et Vlaanderen. Et on en a étudié 9 d'entre elles qui sont représentatives afin d'y analyser ce qui fonctionne et surtout ce qui fonctionne moins bien. On a ensuite proposé des activités de remédiation qui ont été validées au travers de diverses évaluations. Donc, l'objectif du projet, c'est de lutter contre le décrochage important dans ce type de formation en ligne et d'amener du coup un plus grand nombre de personnes vers la formation en distanciel, surtout en cette période, c'est plutôt important, j'ai envie de dire, et donc à l'amélioration de leurs compétences. Le projet arrive à sa fin. Et au travers de cette série de webinaires, on voulait donc vous expliquer le processus suivi sur certaines formations et vous donner, on l'espère en tout cas, des clés pour améliorer vos formations existantes ou pour en créer des nouvelles. Alors, question pratico-pratique pour le webinaire d'aujourd'hui. Il y a donc accès à l'option questions et réponses qui permet de poser des questions au fur et à mesure de la présentation. Si possible, j'essaierai d'y répondre directement pendant la présentation. Si c'est trop technique, évidemment, je laisserai Thomas y répondre à la fin. J'en sélectionnerai une partie pendant environ 15 à 20 minutes. Si vous avez encore des questions après ça ou que je n'ai pas su poser toutes les questions, vous pouvez toujours les poser via le site internet. Et d'ailleurs, il y aura un guide reprenant les résultats des projets qui sera téléchargeable sur ce même site en janvier ou février. Par là. Donc, je vais laisser la parole à Thomas, qui est analyste développeur chez Multitel, qui va vous parler donc de Big Brother, l'enseignement et enseignement, la technologie au service de l'apprentissage. Voilà, je te laisse Thomas. Merci Isabeau. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, nous allons parler fort technique comparé aux autres webinaires. Je vais essayer d'être le plus clair possible dans mes explications. Après, les jours de télétravail n'ont pas aidé à partager les informations. Alors, je propose, donc là, ici, on a présenté le projet. Je vais enchaîner directement, en fait, pour préciser la mission de Multitel, en fait, dans le projet Digilab. Donc, comme Isabeau l'a souligné, le but de Digilab, c'était de lutter contre le décrochage scolaire, notamment en e-learning. Alors, Multitel, lui, sa mission, c'est de déterminer s'il était possible de réaliser des études de qualité, donc d'avoir un retour vis-à-vis des utilisateurs par rapport au contenu en ligne. Et donc, par facilité, si c'était possible justement d'utiliser les webcams. On va voir
tout au long de ce webinaire qu'il y a plusieurs équipements qui peuvent être utilisés pour faire ce qu'ils appellent de l'eye tracking, donc du suivi du regard. Je vais plutôt utiliser le terme eye tracking parce que c'est plus pratique pour moi. Je l'ai utilisé pendant plusieurs années. Donc, de l'eye tracking, c'est le suivi du regard. Bien sûr, je vais vous expliquer plus en détail qu'est-ce que c'est, les différents équipements qui sont disponibles sur le marché. Et donc, la question, c'est est-ce que l'eye tracking par webcam est suffisante pour pouvoir faire office de retour de qualité sur le contenu des plateformes e-learning. Donc, à la place de remplir des formulaires ou à la place des interviews, eh bien, ce qui serait intéressant, c'était d'utiliser les webcams directement suite à une petite pop-up qui demandait si on pouvait utiliser la webcam, bien sûr, pour des soucis de sécurité et d'anonymat. À ce moment-là, enregistrer là où les gens regardent tout au long de leur parcours. Et puis, s'ils arrêtent, comme ça, on aurait des données pour savoir si telle personne qui a arrêté, elle était peut-être frustrée parce qu'elle n'avait pas vu les boutons d'aide ou peut-être que c'était trop difficile et ainsi de suite. Je ne vais pas en dire plus parce que j'ai l'impression que je vais tout raconter à la première diapositive. Alors, nous allons passer à la suivante. Alors, voici le planning. Ce sera plus facile à vous pour vous repérer tout au long de ce webinaire. Je vais d'abord commencer en fait par une assez grande introduction, ce que j'appelle une introduction par rapport au titre du webinaire. Donc, Big Brother et enseignement. Mais je vais séparer ces deux concepts. Je vais d'abord parler un petit peu de l'enseignement et recontextualiser, bien que j'ai déjà fait une très grande partie sur la première dia. Et ensuite, je vais rentrer beaucoup plus dans le détail au niveau technique pour la composante Big Brother, notamment pour l'eye tracking, donc tous les devices qui sont les équipements, voilà l'anglais qui revient, les équipements utilisés, donc notamment l'eye tracker qui est plus un équipement dédié professionnel qui est assez onéreux, la webcam. Il y a une petite subtilité par rapport à la webcam parce que ce n'est pas la webcam qui va faire le travail. C'est un programme sur l'ordinateur. Vous verrez par la suite. Ensuite, je veux parler des métriques par rapport à l'eye tracking. Là, les métriques, c'est tout simplement des mesures qui permettent de comparer. C'est comme le mètre ou les kilos. Si on vous demande est-ce que quelque chose est lourd, vous pouvez répondre de manière subjective ou alors répondre en kilos de manière précise et laisser la personne. Le principe des métriques en eye tracking, c'est pareil. Il y a énormément de métriques, mais j'ai choisi les métriques les plus visuelles pour que vous ayez plus facile à comprendre. En tout cas, je l'espère, mais s'il y a encore des questions, il y aura la session de questions-réponses à la toute fin, ne vous inquiétez pas. Alors, après cette très grosse introduction, il y aura les expériences en tant que telles qui ont, que l'on a menées tout au long du projet. La première, ce n'est pas nous qui l'avons menée, c'est notamment Isabeau qui l'a réalisée. Mais cette expérience est importante, cette acquisition. Les expériences d'eye tracking sont souvent appelées acquisitions. L'expérience Netbox est importante parce qu'elle a lancé un petit peu le développement d'un module d'analyse chez Multitel pour justement pouvoir apporter des éléments de réponse au niveau des données qui ont été acquises et essayer de savoir, de tirer des conclusions. Mais je reviendrai là-dessus à ce moment-là. Il y aura également la deuxième expérience, ce sera les tests de logique qui, c'est lors de ce test que nous allons répondre à la question de la précision de la webcam et si elle peut être utilisée comme
comme remplaçante aux produits professionnels. Et ensuite, la dernière sera une expérience qui a été menée sur une plateforme d'e-learning de l'eCampus sur la formation à l'IA. Et qui portera sur en fait une question qui se pose pour l'adaptation du contenu. Avant de rentrer plus en détail là-dessus, ça lance directement ma diapositive suivante. Je vais d'abord déjà parler de l'enseignement. Donc là, c'est la première composante du titre. Donc l'enseignement, comme vous l'aurez compris, on s'intéresse ici uniquement à la formation en ligne. C'est un apprentissage qui se fait sans enseignant, donc l'apprenant est livré à lui-même. Il est dépendant de la qualité du contenu. La qualité du contenu, elle est dépendante. On peut très bien faire du très bon contenu directement, mais souvent, on passe par de l'essai-erreur comme dans n'importe quel domaine. Et on a besoin de feedback pour savoir tel bouton est mieux placé là, est mieux de telle couleur, des petits détails, ou alors l'agencement des informations. Ensuite, ça, c'est déjà un premier problème, entre guillemets. Mais après, l'avancée technologique pousse un petit peu à ce que le contenu puisse être consommé de plusieurs manières différentes. Je vais donner un cas concret qui sera très important pour l'expérience concernant l'e-campus, donc le test de la formation à l'IA. C'est par exemple, vous avez un site web qui propose essentiellement des vidéos de formation. Et la personne qui veut suivre un petit peu ses cours, elle prend souvent le bus. Le bus est bondé, il n'a pas, à ce moment-là, la personne n'a pas d'écouteurs ou alors des écouteurs de mauvaise qualité et donc elle n'entend pas bien. S'il y a beaucoup de bruit, elle aura du mal à entendre. S'il y a beaucoup d'informations qui sont données de manière sonore, là, elle va avoir du mal à consommer le contenu. Donc, ce qui est envisageable à ce moment-là, c'est de mettre des sous-titres. Donc, ce qui est important dans ce cas concret-là, c'est d'essayer de retenir, de toute façon, je le répéterai au moment venu, mais ce cas concret-là, il va revenir pour la dernière expérience qui est la formation à l'IA. Ça, mettez-le dans un coin de votre tête et nous en reparlerons par la suite. Maintenant, je vais parler de l'eye tracking en tant que tel. Donc, l'eye tracking, donc le suivi du regard, c'est quoi? C'est une étude qui s'intéresse à ce que les personnes regardent lorsqu'ils consomment du contenu. Alors, il y a un aspect d'attention visuelle, mais ça, c'est beaucoup plus précis. Il y a une notion en plus de charge cognitive. Mais lorsque les personnes regardent du contenu, ce qu'on veut, c'est voir si, déjà, premièrement, est-ce qu'ils ont vu, si le contenu est vu, et si la personne aussi regarde le bon contenu. Par exemple, si il y a du texte, une question et une liste de réponses, est-ce que la personne ne passe pas trop de temps à regarder les menus tout en haut ou à regarder par exemple des pubs qu'on aurait mis sur le bas. Et c'est voir un petit peu qu'est-ce qui pourrait... c'est tout ce genre de choses qui après qui peuvent précéder le décrochage au niveau de l'e-learning. Alors, l'eye tracking est déjà utilisée depuis plusieurs années en marketing. Les commerciaux s'intéressent à savoir comment faire la meilleure pub pour vendre le plus un tel produit. C'est utilisé depuis très peu de temps au niveau des jeux vidéo pour de l'optimisation graphique.
Et ici, plus proche de Digilab, au niveau des formations, là, ici, je ne parle pas de formation en ligne, d'eye tracking au niveau des sites Internet. Là, ici, j'ai lu des articles comme quoi c'était utilisé aussi pour, par exemple, dans le domaine de la maintenance ou de la mécanique. Ils, ils peuvent utiliser des équipements qui peuvent être portés. Par exemple, il y a des lunettes avec des caméras infrarouges intégrées et qui filment également juste devant ce que la personne regarde. Donc, il y a une caméra frontale, un petit peu comme si vous avez déjà vu les caméras GoPro, les gens qui mettent sur leur crâne. Et ça donne l'impression en fait d'y être. Eh bien, ils utilisent à peu près ça pour que, au niveau de la maintenance, on donne cet équipement-là à quelqu'un de plus expérimenté et pour former les stagiaires ou les nouveaux venus dans l'entreprise et pour leur montrer qu'est-ce qu'ils doivent regarder, qu'est-ce que les personnes d'expérience regardent en priorité, dans quel ordre, et pour qu'ils apprennent pour pouvoir les former plus efficacement en fait. Au-delà des cours de dire il faut vérifier telle et telle chose, à ce moment-là, savoir l'ordre et voir aussi par le biais de la caméra frontale, voir des cas concrets. Alors, sur la lancée des équipements professionnels, alors les eye trackers professionnels utilisent l'infrarouge. Alors, l'infrarouge, l'intérêt, c'est qu'il n'est pas sensible au changement de luminosité artificielle, je précise. Donc, par exemple, que vous éteigniez la lumière, imaginons que vous êtes chez vous, vous éteignez la lumière pour consommer du contenu en ligne. Ben, l'eye tracker infrarouge, lui, n'aura pas de problème. Que la lumière soit éteinte ou allumée, il n'aura pas de problème parce que les longueurs d'onde infrarouges ne sont pas les mêmes que la lumière artificielle. Par contre, si vous avez par exemple le soleil derrière ou une luminosité naturelle importante, là, ça peut poser problème au niveau des performances parce que les rayons du soleil comportent de l'infrarouge. Le souci, c'est que les prix sont relativement élevés pour ce genre d'équipement. On peut facilement atteindre les plusieurs milliers d'euros. Le haut de gamme de Tobii, qui est le leader en eye tracking, atteint les 50 000 euros. On est quand même sur du matériel vraiment très professionnel. C'est pour ça qu'il est souvent utilisé par les entreprises. Comme vous voyez ici en bas à gauche, c'est une représentation, bien sûr, ce n'est pas comme ça en réalité, mais c'est une représentation. Ici, la jeune femme a des lunettes d'eye tracking et ce qu'elle voit par la suite, on enregistre à la fois ce qu'elle regarde et les mouvements de ses yeux pour ensuite pouvoir indiquer les endroits où elle a fixé les objets et ainsi de suite. Et on obtient ce qui s'appelle là ici une carte de chaleur en fait. C'est comme ça ressemble à ce que vous voyez lorsque vous regardez la météo. Plus plus la couleur est chaude et plus en fait les fixations sont condensées en fait. Plus elle a regardé l'endroit, plus cet endroit-là sera représenté de manière rouge en fait. Ça va du vert, du jaune et ensuite le rouge pour le plus de fixation recensée. Là ici, c'est par exemple les derniers modèles de Tobii Glasses. On peut voir que ça ressemble de plus en plus. Les premiers modèles étaient assez expérimentaux et on voyait directement que ce n'était pas des lunettes normales. Et
Tandis que maintenant, elles ressemblent de plus en plus à des lunettes de vue traditionnelles. Donc, ça devient de plus en plus difficile de voir parce que n'oublions pas qu'il y a une caméra frontale. Si il y a certaines études marketing qui sont conduites en extérieur, il y a aussi une question, la question de l'anonymat qui est importante au niveau de l'eye tracking. Les eye trackers professionnels ne sortent en sortie le porteur pour comment dire, il n'y a pas d'image du visage du porteur pour les eye trackers professionnels parce qu'ils utilisent l'infrarouge, ils suppriment l'image et ils n'envoient que les données d'eye tracking. À Multitel, nous utilisons aussi un Tobii que vous voyez ici à droite, donc, où on a pu utiliser une librairie fournie par Tobii pour pouvoir justement mener à bien nos expériences. On a pu remarquer qu'il n'y a que les données d'eye tracking qui en ressortent, contrairement à la webcam, où là, on doit avoir la vidéo pour ensuite traiter les images et avoir les données d'eye tracking. Hop. Donc maintenant, pour plus de précision sur la webcam, donc qu'est-ce qu'on entend par eye tracking par webcam? En fait, on va simplement enregistrer la personne, l'apprenant, on va seulement l'enregistrer, son visage, et là où il regarde, même si au moment précis, la première étape, c'est d'enregistrer la vidéo, l'essentiel du traitement, voire la totalité du traitement, en fait, est fait en utilisant de l'intelligence artificielle. Ah, j'ai été trop vite. En utilisant l'intelligence artificielle, notamment du deep learning, mais je ne vais pas rentrer plus dans les détails, ce n'est pas le sujet de ce webinaire et je ne maîtrise pas entièrement la question. Donc, en général, il y a énormément de projets open source. Donc, open source, c'est gratuit de par Internet. Si vous connaissez en programmation, vous pouvez très bien récupérer le code. C'est le code brut. Vous pouvez le récupérer, le modifier ou l'utiliser directement. C'est ce que nous avons fait pour le logiciel pour de l'eye tracking webcam. Après avoir lu plusieurs articles, il en est ressorti que l'un des meilleurs eye trackers qui prend un flux audio de webcam était Gazemel. Ça, encore une fois, nous verrons au niveau de l'expérience de test qui va le comparer aux eye trackers professionnels s'il est effectivement fiable. Alors, justement, l'attrait de l'eye tracking par webcam, c'est que tout le monde a une webcam. Vous avez même une webcam sur votre smartphone. Il y a des projets qui sortent, des projets aussi également encore open source qui cherchent à savoir où vous regardez en fait de par le smartphone. Donc, comment on arrive à savoir où est-ce que la personne regarde avec la webcam? Avec l'eye tracker professionnel, ils calculent via le reflet de l'infrarouge. C'est vrai que ça, je n'ai pas expliqué. Ils utilisent le reflet, l'eye tracker professionnel. Il bombarde le participant de lumière d'infrarouge et ces lumières infrarouges se reflètent dans la pupille et de par la position de ces lumières vis-à-vis de la pupille, ils savent déterminer la position du regard. Pour la webcam, par contre, c'est plus compliqué puisque nous n'utilisons pas l'infrarouge. Il faut donc utiliser la reconnaissance d'objets entre guillemets, parce que là, ici, ce que l'on va chercher, c'est le visage du participant, dans un premier temps.
que vous voyez ici en bleu. Ensuite, dans un deuxième temps, on va, après avoir détecté le visage, on va essayer de trouver les yeux. Et ensuite, troisième étape, nous allons essayer de déterminer la direction du regard. Alors, c'est la direction du regard, ce n'est pas encore la position du regard sur l'écran. Ça, c'est l'étape 4 que vous voyez ici en bas à droite. Là, ici, de par un calcul mathématique que je vais vous épargner, nous allons remarquer la direction du regard sur la surface plane qui est l'écran. Et donc là, à partir de là, nous allons obtenir ce qui s'appelle des gaze points, donc des points de regard. Et ces points de regard-là, ce n'est pas là-dessus qu'on va porter l'analyse. La majorité des analyses en eye tracking ne sont pas portées sur les gaze points, mais sur des fixations. Alors, les fixations, ce sont des successions de points de regard relativement proches les unes des autres dans un certain intervalle de temps. Donc, sur le schéma que vous voyez ici, minimum fixation, c'est, vous voyez les points P1, P2, P3, P4 représentent des points de regard. Et comme ceux-ci sont suffisamment proches et qu'au niveau de la temporalité, vous avez P1, P2, P3, P4, ce sont des successions de points de regard, vous pouvez les regrouper comme fixation s'il s'est écoulé un certain temps. Par exemple, nous, à Multitel, nous partons du principe que nous construisons une fixation et si nous arrivons à au moins 200 millisecondes de fixation, nous la considérons comme valide. Après, le nombre de points de regard nécessaires pour arriver à ces 200 millisecondes de fixation est basé sur la fréquence d'acquisition, etc. Ça, je peux rentrer un tout petit peu plus dans les détails dans les questions-réponses si vous voulez, mais je vais essayer de rester assez abstrait pour ne pas perdre tout le monde. Vous voyez ici également sur le schéma ce qui s'appelle une saccade. D'accord. Ce qui s'appelle une saccade. Et une saccade, tout simplement, c'est un mouvement de l'œil, en fait. C'est un mouvement entre deux fixations. Vous voyez, par exemple, ici, le P8. Ce point de regard-là n'est pas utilisé parce qu'il est détecté comme étant une fausse détection pendant une saccade. Donc, nous allons continuer, puisque nous allons continuer dans les métriques, parce que je ne l'ai pas précisé, mais les fixations sont la métrique de base au niveau de l'eye tracking. Alors, après les fixations, nous avons les séquences de fixation. Là, ce qui nous intéresse, c'est la temporalité, c'est de savoir où est-ce que les gens regardent et surtout dans quel ordre. Il y a, en petit aparté, il y a une étude qui a démontré, il me semble, que en général, les gens ont tendance à regarder au centre quand ils ont une nouvelle image qu'ils ne connaissent pas. Mais ça, je ne vais pas m'étendre parce que je pense que c'est quelque chose qui m'est revenu en tête, mais je n'ai pas de source en tête pour l'appuyer, donc ne pas trop en tenir compte. Alors, la séquence de fixation, on ne peut l'appliquer que par individu. Faire une séquence de fixation sur un groupe n'a pas vraiment de sens. Ça, c'est uniquement pour savoir s'il faut vérifier, entre guillemets, à la main chaque personne. Tandis qu'une carte de chaleur, là, c'est l'inverse. Ça n'a aucun sens de faire... Enfin, ça n'a pas énormément de sens de faire une carte de chaleur par personne. On aura beaucoup plus, on en tirera beaucoup plus si on le fait sur un groupe. Il faut au minimum 20 personnes pour avoir un bon groupe, un bon échantillonnage d'eye tracking. Alors pour les cartes de chaleur, ce qui nous intéresse, c'est la répartition des fixations. Où se trouve le gros des fixations?
Par exemple, sur l'image, vous voyez que le point rouge du clavier attire beaucoup le regard comparé au reste du clavier noir et blanc. Alors ça, il y a une notion de saillance aussi. Par rapport à des couleurs vives, auront plus tendance à attirer le regard. Ça, ce sont des analyses en fait qui peuvent être faites avant sur les plateformes e-learning. On peut très bien faire. Il y a des projets open source, encore une fois, qui peuvent détecter quelles zones du site internet sont les plus saillants, donc qui auront plus tendance à attirer le regard. Par exemple, comme je le disais, des couleurs vives à un endroit. Si vous avez un gros bouton rouge en bas à droite, ça va certainement attirer plus l'attention qu'un texte en noir et blanc en haut à gauche, et ainsi de suite. Alors, après les cartes de chaleur, nous avons ce qui s'appelle les AOI, mais plus communément appelées par ici des zones d'intérêt. Donc, comme la carte de chaleur ici, ce qui est important, c'est la répartition des fixations. Sauf que là, ici, c'est beaucoup plus précis. Nous avons le pourcentage de fixation alloué à chaque zone. Multitel a développé un outil notamment pour être plus précis, un script Python qui vous permet de décider vous-même des zones qui sont intéressantes. Donc, on peut modifier ça facilement. Et comme la carte de chaleur, c'est important d'avoir un groupe pour ce genre de métrique. Bon, plus vous avez de données et plus cette métrique aura du poids. Si vous n'avez qu'une personne et que la personne, pour une raison X ou Y, elle va regarder plus les pampers, ce qui me semble être des pampers ici, oui, Jappers, elle a regardé plus les pampers que le bébé. Bien, ici, on voit que sur un groupe, le bébé est quand même beaucoup plus, encore une fois, saillant que les pampers. Peut-être dû à la taille, peut-être justement parce que c'est un bébé et nous, en tant qu'humains, on aura plus tendance à regarder un congénère ou une photo d'un congénère. Mais voilà, ce qui conclut un petit peu l'introduction qui était assez longue. Là, ici, on va rentrer dans les expériences menées par la CULAC, notamment Isabeau et Multitel. D'abord, donc la première, c'est l'expérience Netbox. Donc, elle a été menée par Isabeau. C'est pour ça que je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais ce qui est important de savoir, c'est que cette expérience-là nous a conduit à rechercher des outils pour aider à l'analyse. Ce qui nous a conduit à Fixaton. Fixaton, c'est un projet open source où la personne a fait l'effort de porter ou convertir, si vous préférez, les formules mathématiques en code Python pour pouvoir justement lancer des analyses de manière automatique. Et donc, nous sommes basés sur Fixaton et nous l'avons intégré dans un module d'analyse qui s'appelle Fixa. C'est le nom du modèle d'analyse de Multitel. Le module d'analyse, bien sûr, produit en sortie toutes les métriques que vous avez vues précédemment, en plus d'autres dont je vous épargne. Parce que certaines ne sont pas aussi visuelles que celles que vous avez vues. Concernant Netbox, je peux néanmoins vous montrer quelques résultats que j'ai. Lors de l'expérience, bien sûr, il a fallu que je coupe. Hop. Je vais commencer par ici. Ici, donc, j'ai une vidéo c'est une séquence de fixation, justement. Ce sera beaucoup plus parlant
pour vous. Donc là, ici, nous avons un texte avec une question et toute une série de réponses. Et là, ici, vous pouvez observer que la personne a d'abord regardé l'image et ensuite a commencé à lire. Bien sûr, là, nous n'avons pas mot à mot parce qu'il faut une fréquence beaucoup plus élevée pour pouvoir montrer mot à mot. L'équipement à 50 000 € de Tobii permet de prendre la position du regard 1200 fois par seconde, si je ne dis pas de bêtises, 1200 Hertz. Et donc, lui, cet équipement-là permet de voir à la lettre près ce que la personne lit. Mais ce n'est pas cet appareil-là qui est utilisé, ce qui montre que l'imprécision, entre guillemets, des fixations. Mais là, vous voyez qu'il va du texte aux questions et ainsi de suite. Et le comportement des apprenants, il y a eu deux groupes, il y a eu une séparation en deux groupes qui a été faite. S'il veut bien couper. Bien sûr. Voilà. Bon. Hop. Voilà. Et donc, je disais, il y a deux groupes qui ont été faits. Il y a des groupes suite à un test, des personnes qui, avec moins comment dire, moins doués en néerlandais ont été placés dans un groupe et ceux qui avaient plus de facilité en néerlandais dans l'autre. Et on a pu voir qu'il y avait une différence, une petite différence de comportement entre les deux groupes, notamment ici. La différence de comportement, je vais prendre le texte pour suivre la vidéo. Donc, vous pouvez voir que au niveau du texte, la répartition des fixations est à peu près la même. Par contre, vous pouvez voir que les personnes qui ont plus d'aisance avec le néerlandais ont effectivement passé du temps sur le texte, la question et les réponses, tandis que les personnes un petit peu moins à l'aise ont passé leur temps, ont passé plus de temps sur la bannière, ne sachant pas, peut-être cherchait-elle de l'aide ou autre chose. Mais ce sont des petites variations au niveau du comportement que l'on retrouve très peu quand il y a une vidéo en fait disponible à la place d'un texte. Donc, je vais recouper correctement. Donc, c'est la seule conclusion, entre guillemets, même si l'échantillon n'est pas suffisant pour tirer de conclusion. C'était un comportement intéressant à observer. Une métrique que je ne vous avais pas montrée dans les dias parce que il valait mieux le montrer en grand écran. Là, vous avez ce qui s'appelle une carte d'opacité. Donc là, c'est un peu une dérivée de la carte de chaleur qui montre ce qui a été effectivement vu par le groupe. Donc là, nous avons le groupe d'experts, entre guillemets. Vous voyez qu'ils ont très peu vu la bannière. On ne pourrait pas deviner qu'il y a une bannière ici, tout en haut. Ils se sont totalement concentrés sur le texte, les questions et réponses, tandis que ceux qui avaient moins d'aisance avec le néerlandais, par contre, sont un petit peu partis vagabonder sur l'interface graphique. Ils étaient moins concentrés apparemment. Mais voilà, donc ça, c'est une autre métrique que je ne vous avais pas montrée. C'est une métrique aussi intéressante parce qu'elle est fort visuelle.
Elle permet de bien voir ce qui est vu, n'est pas vu. Par exemple, si vous ne voyez pas le bouton d'aide sur une carte d'opacité et que votre groupe est assez important, il faut peut-être revoir à ce moment-là la position, voire la forme du bouton en question. Je vais repasser en plein écran, sinon... Voilà. Donc, à la suite, nous avons le test de logique. Alors, je l'ai appelé le test de logique parce que c'est une expérience que nous avons menée en interne. Donc, j'ai fait passer cette expérience à des collègues et pour essayer de garder leur attention, nous avons choisi d'utiliser un test de logique pour essayer d'avoir... le test de logique faisait 12 minutes pour essayer d'avoir le maximum de données pour pouvoir justement comparer l'eye tracking via webcam ou l'eye tracker professionnel que nous allions prendre comme référence parce qu'en cas de désaccord, puisque l'eye tracker utilise l'infrarouge qui est beaucoup plus précis comme technologie. Et donc, encore une fois, le but, c'était de savoir si le test de l'eye tracking webcam pouvait suivre et avoir les mêmes performances que l'eye tracker. Parce qu'il est important de savoir si c'est assez précis, parce que on ne peut pas se permettre de changer l'interface du site et au final, si c'était les données qui étaient erronées, c'était une perte de temps et une perte d'argent. Donc, mais avant le test de logique, nous avons jugé bon de faire un petit test avec 9 points. Je vais vous montrer, parce que les tests de 9 points est assez similaire à une calibration d'eye tracking. Avant de faire une acquisition d'eye tracking, il faut faire ce qui s'appelle une calibration. La calibration est utilisée pour gommer un petit peu les différences individuelles, les spécificités individuelles. Donc, on va en général faire apparaître des points à chaque extrémité de l'écran pour pouvoir savoir le maximum en XY dans chaque cas, pour ensuite savoir dans quelle zone les fixations doivent se retrouver. Si vous avez après une valeur qui se décale, qui est trop loin, c'est que c'est une erreur, c'est forcément une erreur d'acquisition. J'ai également de quoi... Non. Logique ici, si. Alors, je vais vous montrer une toute petite vidéo de montrer ce test-là de 9 points. Alors, elle est un petit peu saccadée, c'est normal. Donc, l'écran est noir, c'est normal. Ici, vous voyez un point rouge, normalement, qui se balade sur tout l'écran. Et ça, en fait, c'est le test des 9 points, qui, de manière aléatoire, va aller dans les coins de l'écran et au milieu également. C'est pour justement pouvoir comparer efficacement l'eye tracker professionnel, donc le Tobii que nous avons utilisé, avec la webcam. Nous savons que les gens ont regardé le point rouge. Maintenant, on peut savoir est-ce que le Tobii est bon et est-ce que la webcam est bonne aussi. En toute logique, celui qui est le plus proche est l'équipement le plus précis. Alors, juste avant de faire part de ce que nous avons pu observer lors de ce test, un petit rappel rapide de la fixation. Donc, il faut avoir les points de regard. Donc, pour rappel, le point de regard, c'est ce qui ressort
de l'appareil de l'eye tracker et du programme d'eye tracking pour la webcam. Et donc, il faut que les points soient suffisamment proches les uns des autres et se suivent dans un certain laps de temps pour pouvoir être considérés comme une fixation. Alors, le souci, c'est que au niveau pour la webcam, les points de regard étaient très dispersés. Et donc, nous avions très peu de fixation, à tel point qu'on ne pouvait même pas lancer l'analyse webcam, donc GazeML, contre l'eye tracker Tobii. On ne pouvait même pas lancer l'analyse, puisque la webcam, on ne pouvait même pas générer de fixation à partir des données qui ressortaient du programme. Alors, nous avons investigué un petit peu les causes et sans pouvoir trouver de réponse. On a trouvé d'autres projets open source qui, au final, n'étaient pas plus précis. Et donc, soit on pouvait augmenter la tolérance pour générer des fixations, mais au final, nous avons jugé de ne pas le faire parce que ça allait de toute façon avoir, nous allions de toute façon avoir des fixations qui n'étaient pas, comment dire, précises dans le sens précise sur le point que la personne regardait. Donc, dans ce cas-ci, la précision au sens assez loin du centre de la cible. Le centre de la cible, en fait, c'est une image, c'est juste une représentation. C'est comme le point rouge que vous avez vu précédemment sur l'animation, sur le test des 9 points. Ben, le point rouge serait là au milieu, et bien la fixation elle serait là sur le côté, et il y aurait un décalage constant ou pas à chaque fois. Et ça peut jouer, malheureusement, ça peut avoir un impact sur les conclusions, parce que la fixation est la métrique de base. Toutes les autres métriques vont se baser là-dessus. Donc, si la fixation n'est pas correcte, n'est pas précise, toute l'analyse va être mauvaise. Et donc, pour Tobii, pour l'eye tracker, nous avions soit ce cas-ci, après beaucoup moindre, la précision était quand même beaucoup plus proche, ou alors il tapait correctement. Et ce, parfois, même sans calibration. Hein. Nous avons lancé des tests même sans calibration pour voir à quel point ça l'améliorait. Ça l'améliorait bien, ça améliorait énormément les résultats, mais même sans, ça restait quand même exploitable. Alors, nous arrivons à la dernière expérience. Accrochez-vous. Nous allons bientôt arriver aux questions. L'expérience concernant la formation LIA, qui est en fait une série de vidéos disponibles sur la plateforme eCampus. Si vous vous rappelez bien de l'exemple que j'ai donné lorsque je parlais de la composante d'enseignement, donc l'exemple, c'était la personne qui voulait regarder la vidéo dans le bus, mais qui ne pouvait pas profiter du son parce que soit elle n'avait pas de casque ou d'écouteurs, ou alors parce qu'ils étaient de mauvaise qualité et ils n'entendaient pas bien. Eh bien, à ce moment-là, la solution que l'on a trouvée concernant les vidéos pour la formation d'IA, c'était d'incruster les sous-titres. Après, ça peut régler le problème. Enfin, ça règle le problème puisque nous avons à ce moment-là, parce que je ne l'ai pas précisé, mais les vidéos sont en fait des condensés, donc des parties d'une présentation. Donc nous avons un orateur en fait qui va parler d'un certain sujet par vidéo. Et donc les sous-titres sont en fait la retranscription de ce que l'orateur dit oralement. Mais bien sûr, lors d'une présentation, on utilise des diapositives, comme je le fais maintenant. C'est un petit peu comme si, là, ici, je coupais le son et je lançais des sous-titres pour que vous suiviez, et que les DIA avaient un certain temps, et donc, sur certains temps-là, vous deviez à la fois regarder la diapositive et en même temps les sous-titres. Donc, l'intérêt de cette expérience, c'était de savoir, est-ce que, même
quand on doit lire les sous-titres, parce que nous n'avons pas le choix si on n'a pas le son, est-ce qu'on peut quand même profiter suffisamment du contenu? Et donc, s'il est suffisamment vu, donc l'utilisation de la tracking ici est pertinente. Donc, nous avons nous avons séparé 2 groupes. Encore une fois, pour plus de facilité, c'était une expérience réalisée en interne. Donc, nous avons réparti 2 groupes. Un qui n'avait pas le son, donc qui devait s'appuyer exclusivement sur les sous-titres. Et l'un et l'autre groupe avait le son, profiter du son. Concernant l'analyse, il y a deux zones principales qui ont été décidées, la zone A et la zone B. La zone A, tout simplement, c'est la zone de contenu principale et par défaut. Et la zone B, en fait, c'est la zone où apparaissent les sous-titres. Ça va nous permettre de savoir, de repérer, puisqu'il s'agit de la métrique, si vous ne l'avez pas reconnue, des zones d'intérêt, de l'AOI. Donc, là, ici, nous avons des lettres, mais elles seront remplacées par un pourcentage de fixation. En plus de la répartition en groupe, nous avons jugé bon de segmenter l'analyse ce n'est pas vraiment segmenter, c'est conduire 2 analyses différentes sur les données. Donc, nous avons lancé le module d'analyse 2 fois avec des données différentes. La première analyse est basée sur l'ensemble de la vidéo. Donc, la vidéo faisait 5 minutes 30. La vidéo choisie faisait 5 minutes 30. Et donc, nous avons dit, nous avons une zone A qui se trouve ici. Nous avons une zone B là. Sur l'entièreté de la vidéo, quel que soit ce qui est affiché, eh bien, nous voulons savoir la répartition des fixations. Et pour la deuxième analyse, là, par contre, nous avons sectionné les passages de la vidéo où il y avait une diapositive à l'écran. Donc, une diapositive là où il y avait plus d'informations et donc de l'information supplémentaire à ce que l'orateur disait oralement. Donc, concernant l'analyse globale qui porte sur l'entièreté de la vidéo, sans surprise, vous pouvez observer que sur la zone de sous-titres, les 73% des fixations y sont consacrées. Par contre, quand le son est activé, nous observons quand même un 30% des fixations sur la zone des sous-titres. Et donc les sous-titres sont, je le rappelle, pour ceux qui ont le son, et sont totalement inutiles puisqu'ils reprennent exactement ce que l'orateur dit oralement. Alors, donc nous passons aux diapositives. Donc la sélection de certaines diapositives. Nous retrouvons la diapositive que vous aviez deux dias précédents. Donc nous avons ici la segmentation en zone et ici nous voyons les cartes de saillance. Les cartes de saillance ici sont utilisées comme les cartes de chaleur. Elles ont été générées. Donc, la différence entre une carte de saillance et une carte de chaleur, c'est que la carte de chaleur, vous gardez l'image en fond et vous mettez des couleurs pour voir plus la répartition, tandis que pour les cartes de saillance, vous mettez juste un fond noir et vous mettez du blanc dessus en appliquant une gaussienne. Et donc, ça donne exactement le même effet. Vous pouvez voir que pour les personnes qui n'avaient pas l'audio, l'essentiel des fixations se retrouvait en bas, qui correspond à la zone de sous-titres. Tandis que quand l'audio était activé, là, pour les DIA, vous voyez que c'était quand même fort dispersé. Prenons un autre exemple. Ici,
une diapositive. Ouh, pas de spoil. Alors ici, il y a un autre plan. Ici, il s'agit d'un plan plus large où on peut voir l'orateur et une toute petite partie de la scène. Mais une diapositive est toujours visible à l'écran. Donc, c'est bien sûr, quand elle est en plein écran, vous savez lire ce qui est affiché. Là, ici, vous ne pourrez pas lire, mais là, encore une fois, on voit que au niveau de la carte de Science, les fixations sont plus concentrées sur la DIA et pas sur les sous-titres. Ce qui est assez bizarre, puisque nous avons vu qu'il y avait quand même 30%. Et de ce que nous avons pu voir sur celle-ci et sur la précédente, la concentration des fixations en bas n'a pas l'air si intense que ce que l'analyse globale démontre. Alors ici, on va avoir la réponse avec ce tableau qui reprend uniquement les valeurs en pourcentage des fixations allouées à la zone de sous-titres. Donc vous voyez ici en fait la durée en temps en diapositive et en plan large. Donc les plans larges, c'était le deuxième type de diapositive. Alors les stimuli, c'est l'ensemble des deux. Vous voyez que le temps en fait est additionné. Vous voyez que quand le son est activé, nous sommes à 18% en fait. Nous ne sommes pas à 30% comme l'analyse globale le montre. Donc sur les stimuli, donc sur les diapositives, nous ne sommes qu'à 18% d'allocation de fixation. Alors en fait, les 30% viennent du fait que lorsqu'il n'y a pas de diapositive, eh bien les gens, quand il y a uniquement l'orateur de visible, le reste du temps, quand il n'y a pas une diapositive, on voit le visage de l'orateur, on le voit parler. Eh bien, les gens, ils regardent quand même à hauteur de 43% les sous-titres plutôt que l'orateur. Donc là, ici, on peut voir encore une fois une notion de science. Bon, après, ça nécessiterait une étude à part entière de savoir par rapport à une personne qui parle, si on préfère vous regarder les sous-titres. Ça reste 43%. Ce n'est pas la majorité du temps, mais 43% est quand même assez élevé. C'était assez surprenant à observer. Je vais voir, j'ai d'autres choses à vous montrer vis-à-vis de l'IA, il me semble. Silent Sim Map, non. Là, ici, on va voir en fait ce qui se passe. C'est pour ça ici que les séquences de fixation sont intéressantes. Justement, au niveau de l'aspect temporel, bon, ce n'est qu'une personne, mais on va voir ce qui se passe en fait au niveau de l'allocation des fixations. Donc là, ici, la première vidéo, c'est quelqu'un qui n'a pas de son. Donc vous voyez ici les petits cercles rouges qui sont directement sur les sous-titres. Alors, je vais faire pause. Là ici, c'est une vidéo, mais la vidéo ne prend qu'un screenshot et par-dessus, nous avons mis la séquence de fixation. Ça ne reflète pas, ce n'est pas une partie de la vidéo. En fait, quand vous voyez la fixation qui remonte, c'est parce que la personne a fini de lire les sous-titres et donc elle commence à lire la DIA. Et après, quand elle revient sur la zone de sous-titres, ce n'est pas parce qu'elle revérifie, c'est parce qu'il y a d'autres sous-titres qui se sont rajoutés pour coller à ce que l'orateur dit. Et donc, à chaque fois, quand la personne a fini de lire, eh bien, elle remonte en haut. Je vais essayer de lancer l'autre comme ça. Bon, il ne veut pas prendre. Et donc, hop, on coupe.
Et donc, maintenant, vous allez voir la différence avec quelqu'un qui a le son. Donc, vous voyez qu'il voit d'abord l'image, ensuite, il lit le titre, il lit le texte, pardon. Ensuite, il est parti sur le titre, c'est un choix. Et puis après, il a commencé, c'est vrai que ça va assez vite. Vous voyez que les dernières fixations sont sur la zone de sous-titres. Donc, la personne consomme d'abord le contenu visuel et ensuite, quand il a le temps, en fait, il va regarder les sous-titres. Donc, c'est pour ça que c'est important de varier les métriques et de ne pas se contenter d'un seul type parce qu'on risque d'avoir de mauvaises conclusions, de tirer de mauvaises conclusions. Donc, la conclusion par rapport à l'utilisation de sous-titres incrustés dans une vidéo et donc pour qu'elle soit utilisable, par exemple, donc dans le bus, pour reprendre l'exemple, eh bien, oui, on peut l'utiliser, mais ici, ça peut ne pas poser problème parce que les DIA n'apportent pas énormément d'informations, mais dans le cadre, par exemple, d'une présentation comme celle-ci, comme je vous donne actuellement, eh bien, si vous n'auriez pas eu le temps, par exemple, de voir toutes les images et toutes les vidéos et suivre en même temps les sous-titres. Ça, j'en suis persuadé. Vous pouvez toujours faire pause, mais là, ici, au niveau de l'apprentissage, je vois mal quelqu'un qui va devoir faire pause toutes les 5 secondes pour pouvoir suivre une vidéo. Est-ce que, justement, elle ne va pas arrêter et abandonner en cours de route? Après, bon, je dépasse le cadre de mes compétences, je suis juste au niveau technique. Donc, ici, donc, au niveau des conseils, au regard de cette analyse, des sous-titres qui peuvent être désactivés sont déjà un plus. Ici, elles sont incrustées dans la vidéo, ça veut dire que vous ne pouvez pas les désactiver. Des sous-titres qui peuvent être désactivés, comme ça, quand vous avez le son, vous pouvez toujours les désactiver. Ça règle entièrement le problème. Ou alors, l'autre solution serait de retranscrire ce que dit l'orateur dans un texte. Donc, si la personne vraiment n'a pas, entre guillemets, le temps ou n'est pas dans les conditions pour consommer une vidéo, ben, lire le texte, consommer un texte va généralement plus vite que regarder une vidéo où vous êtes contraint par l'élocution de l'orateur. Mais cette solution-là, elle n'est valable que s'il n'y a pas énormément d'informations visuelles, tous des schémas, sauf si à ce moment-là, on part vraiment dans de l'organisation au niveau de la plateforme, vraiment de site web. Alors, pour reprendre, les applications qui ont été développées par Multitel, eh bien, la première, je n'en ai pas encore parlé, mais l'acquisition des données, il fallait un outil dédié à ça. Alors, ces outils, c'est le CSR. C'est vrai que je ne l'ai pas mis en plein écran, mon Dieu. C'est le CSR, et donc il est chargé d'enregistrer le flux webcam, à la fois le flux webcam, les données de l'eye tracker professionnel et la capture d'écran, tout ça justement pour pouvoir faire le test de logique et comparer webcam et eye tracker. Et après la capture d'écran, ben, c'est important pour savoir qu'est-ce que la personne était en train de regarder. Parce que savoir que quelqu'un regarde en haut à gauche, si vous ne savez pas ce qui se trouve en haut à gauche, ça n'a pas vraiment de sens. Et ensuite, tout ce qui est l'analyse de données, donc le module d'analyse FIXA, ben, s'occupe de toutes les métriques. Donc toutes les données qui proviennent de l'application CSR peuvent être utilisées dans FIXA pour obtenir les métriques et pouvoir
tirer des conclusions à partir de là. Alors, un dernier message, ça conclut mon webinaire. Mais un dernier message avant la question-réponse. Le webinaire qui devait devait se donner le 4 décembre, en fait, est reporté le 8 janvier 2021. Donc, c'est normal si vous ne recevez pas de lien, si vous ne voyez pas de lien tomber pour le 4 décembre, c'est normal, il est reporté. Voilà, il est temps pour les questions et réponses. J'ai vu quelques... Coucou Thomas. Coucou Isabeau. Je fais le retour. Alors, on a quelques petites questions. En effet, merci beaucoup pour cette présentation très complète. Alors, il y a Fabi qui demande si on voit une différence entre les porteurs de lunettes et les autres personnes dans le cas de l'eye tracking. Alors, c'est vrai que ça, je n'en ai pas parlé, mais c'est une bonne question. C'est vrai que je n'en ai pas parlé. Alors, pour l'eye tracking au niveau de la webcam, en effet, parce que les lunettes, bon, vous pouvez avoir, par exemple, les miennes, elles ont des bords assez, bon, on va dire, elles sont assez moyennes. Elles ne sont pas encore si grosses que ça, mais c'est à prendre en compte, même si l'intelligence artificielle pour les webcams arrive à le prendre en compte la plupart du temps, ça peut poser problème parce que les lunettes plus la luminosité et d'autres facteurs, ça peut faire en sorte de diminuer la précision. Pour l'infrarouge, il n'y a pas de problème. Pour l'infrarouge, il n'y a pas de problème parce que la réflexion, ça n'impacte pas la réflexion ou très très peu la réflexion au niveau de la pupille. Donc voilà. Beaucoup. Alors, Gilles demande, alors il dit bonjour, je n'ai pas vu les premières minutes. En ajoutant le spatio, en avez-vous défini une cadence rythmique idéale des informations? En ajoutant le spatio, je ne comprends pas. En ajoutant le spatio, Oui, une cadence rythmique idéale des informations. Une cadence rythmique. En ajoutant le spatio. Là, par contre, je ne vois pas. Est-ce que c'est possible de préciser une analyse spatiale associée au temporel? Ah oui. Je vais revenir sur ces dias-là. Hop. Là. Hop, hop, hop. Associer le spatial et le temporel. Cadence rythmique. Après la cadence rythmique, comment dire, elle est déjà dépendante de la fréquence d'acquisition. La fréquence d'acquisition induit les points de regard et puis les points de regard, les fixations. Ensuite, les fixations, j'ai parlé de durée minimum. Donc, Multitel, nous, à partir du moment où c'est minimum 200 millisecondes, on la valide, mais elle peut faire, une personne peut peut fixer une partie de l'écran pendant 5 minutes. Ça, il n'y a pas de maximum. Donc, il y a, ce que je peux vous montrer aussi, c'est qu'il y a d'autres, donc les autres métriques, je peux vous les montrer maintenant. Donc, c'est ici pour plus de précision. Ici, les autres métriques. Nous avons d'autres métriques spatiales. Donc, nous avons le KL divergence. Après, je ne pourrais pas trop vous expliquer parce que c'est extrêmement technique. Mais c'est au niveau de la spatialité que ça rajoute plus de précision. La UC Jude aussi. Il y a également, là, c'est peut-être plus précis au niveau de votre question, l'Euclidienne distance, SED, c'est peut-être séquentiel. J'ai un trou de mémoire, je ne me rappelle plus. Mais là, ici, nous avons aussi, oui, des métriques qui allient les deux. Parce que l'Euclidienne distance,
C'est uniquement spatial, mais après, au niveau de l'intervalle, après, au niveau de manière plus visuelle, nous avons aussi mis en place le système de carte de science en fait par intervalle de temps. Il est vrai, ça m'est sorti de la tête. Mais par exemple, donc pour par exemple si on est intéressé de savoir toutes les 5 secondes ce que les gens ont regardé, eh bien nous avons en fait une carte de chaleur ou une carte de science en fait qui reprend les 5 premières secondes. Puis nous avons une deuxième carte de chaleur qui prend les secondes de 6 à 10, et ainsi de suite. Donc, nous avons essayé d'allier les deux. Donc oui, il y a d'autres analyses qui ont été faites dans d'autres métriques qui ont été créées pour ce besoin-là. Voilà. Je ne sais pas si ça répond totalement à votre question, mais voilà. Merci beaucoup. Alors, question suivante. Est-ce que les apprenants des panels étaient au courant du eye tracking? Je pense que oui. Hein. Oui. Alors, donc ça touche, c'est de nouveau une question pour l'anonymat. Quand vous utilisez un eye tracking et webcam, comme vous filmez les gens et qu'après vous utilisez leur image pour un traitement de données, là vous devez leur faire signer un document comme en quoi ils renoncent à leur droit d'image pour cette session-là en fait. Le droit à l'image, il est important parce que sinon, si vous faites une acquisition et qu'après la personne a conscience de ce droit-là, elle peut vous attaquer en justice. Pour l'infrarouge, la question ne se pose pas puisqu'elle ne, ces matériels-là, ces équipements-là, pardon, ne ressortent pas d'image de la personne. Donc tout ce qu'il y a, ce sont des positions sur l'écran. Donc c'est totalement anonyme. Pour Netbox, on avait quand même prévenu les étudiants, ils avaient quand même signé ils étaient prévenus, mais tu n'avais pas besoin de faire signer de papier. Mais ils étaient prévenus. Oui, non. De toute façon, il y a la calibration, en fait. Il y a de toute façon une calibration, donc il faut quand même expliquer aux personnes, voilà, oui, il va y avoir des ronds, il va y avoir des ronds, il va falloir les suivre, essayer de les suivre sans cligner des yeux, etc. Donc ils sont au courant, obligés. C'est obligé. Alors, question suivante. Quid pour des sous-titres pour des personnes qui ne sont pas native speakers dans les langues des vidéos? Ça, on n'a pas investigué dans le cadre du projet. Hein. Non, ça, on n'a pas investigué, mais j'ai lu des papiers là-dessus et apparemment, ça peut aider. Mais après, dans le guide qui sera disponible au terme du projet Digilab, il y aura justement des références, je pense, à ces papiers-là. J'en fais référence, il me semble. Suite au conseil d'Isabeau, il y a déjà des études qui ont été faites vis-à-vis de ça. Vous pourrez les retrouver dans le guide. Il y a aussi en fait, c'est très influencé par le contenu de la vidéo, en fait. Donc, si les participants regardent juste une vidéo, par exemple une série, ce sera différent que s'ils regardent une vidéo sur un sujet scientifique, par exemple, qu'ils doivent apprendre. Donc ça, c'est différent, mais c'est pas le sujet de ta recherche, en tout cas. Oui, c'est pour appuyer ce que Isabeau dit, justement, dans le cadre, par exemple, si vous suivez une présentation avec par exemple, sur l'IA et que c'est avec des diapositives, bien sûr, avec plus d'informations, plus d'images surtout, parce que l'aspect visuel est important. Et si vous alliez ça avec des sous-titres, là, à ce moment-là, il y a des impacts importants. Ouais. Alors, suivant. Bonjour, les données collectées font-elles l'objet d'entretiens qualitatifs de type autoconfrontation? Non, on n'a pas fait d'entretien suite à ces données-là.
Pour Netbox, j'avais voulu en faire, mais on n'avait pas le temps. Mais sinon, c'est en effet intéressant de faire ce genre d'entretien, mais ça n'a pas été possible. Au suivant. Si je veux faire une étude via la webcam, il me faudrait quel matériel? Une étude par webcam, matériel. Après, le plus important pour une étude d'eye tracking par webcam, c'est le programme. Donc, ce sera le réseau de neurones. Donc, le projet utilisé, c'est le plus important en fait. Après, dans les grandes lignes, les étapes, c'est vous allez pouvez prendre. Je vais partir du principe que vous allez prendre un projet open source. À ce moment-là, s'il n'est pas déjà entraîné, parce que l'intelligence artificielle, elle doit être entraînée. Donc, par exemple, vous avez une intelligence artificielle où vous voulez qu'elle reconnaisse les ballons de foot. Ben, vous allez lui donner des images de ballons de foot. Et puis, vous allez lui en donner énormément. Et vous allez aussi lui donner des images de ballons de basket. Vous allez lui dire que ça, c'est pas des ballons de foot. Donc ça, il va l'apprendre. Et puis, ben, à partir de là, il va normalement retirer tout ce qui est toutes les spécificités du ballon de foot pour ne reconnaître que ça. Et donc, à la fin, il va pouvoir vous dire si c'est un ballon de foot ou non. Dans l'eye tracking, c'est pareil. Là, il faut qu'il apprenne à reconnaître un visage, qu'il récupère les yeux. Et le plus difficile, déterminer avec précision et avec consistance la direction du regard. Donc là, tout ça, ça se travaille en fait au niveau de l'entraînement. Donc les données, par exemple, GazeML, eux, ils ont trouvé entre guillemets l'astuce. Plutôt que de récupérer des images de centaines, voire de milliers de personnes, il y a ce qui s'appelle des datasets, donc des bases de données d'images de personnes par webcam qui sont disponibles sur Internet gratuitement. Je ne me rappelle plus du nom, mais ça existe. Et là, vous pouvez entraîner votre réseau de neurones là-dessus. Mais la webcam, bon, si elle est de bonne qualité, ça aide. Mais de toute façon, au niveau de l'entraînement, ce ne sera pas avec. Je vois mal que vous allez entraîner en fait avec les données de votre webcam à vous. Donc, de toute façon, votre réseau de neurones va apprendre indépendamment de la qualité de votre webcam actuelle. Voilà. Ok, merci beaucoup. Ben, je pense que c'est tout. De toute façon, il est l'heure passée. Donc, Ah oui. merci beaucoup, Thomas, Ah oui, je pour n'ai cette pas vu. présentation. Merci à toi, Pas de Isabeau. souci. Et donc, Merci on se à tout le retrouve monde aussi. pour le prochain webinaire, donc le 8 janvier au lieu du 4 décembre, je pense. Oui, donc le 8 janvier avec Pierre-André Caron. Voilà, voilà. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été présent et à toi, Thomas, pour la présentation. Au Et de rien. revoir. Au revoir tout le monde.